Quatrième roman chez un éditeur qu'elle va quitter, mais bon, elle est toujours aux éditions Mols. À vendre ou à louer est un roman complètement fou qui est dans la lignée, si vous aimez, mesdames, messieurs, les Bussy, Musso et consorts, c'est encore meilleur. Jean-Baptiste est jeune, il est dans l'immobilier et il va profiter de ses facilités pour investir un appartement, une maison de maître, pour emmener une jeune conquête et puis le lendemain il va tomber sur quelque chose qu'il aurait mieux fait de ne pas découvrir et l'histoire s'ensuit. Elle est addictive, on ne peut pas la lâcher. Valentine est mère de famille, elle est merveilleuse et elle est également avocate, ne faites surtout pas appel à elle, elle est dangereuse. Comment? Non, rien. Voilà, donc Valentine, Amanda, merci. On va faire le temps qu'on peut, mais je crois qu'on a le temps puisque Amanda doit prendre son train qu'à 18 h. On se disait que peut-être... En fait, on va juger. C'est la première rencontre. Je remercie à tous ceux qui sont là d'être là. À 18 h, j'aurai le plaisir de recevoir Pierre Kroll, Nicolas Vado. Je ferai une présentation d'un quart d'heure maximum et nous serons ouverts jusqu'à 21 h. D'ici une demi-heure, une heure, nous lancerons les premiers fils apéro qui auront lieu tous les jeudis jusqu'à fin septembre. Avec en théorie DJ, ce soir, ce sera juste ambiance musicale, avec une fontaine de bière, avec la friture Antoine et avec à chaque fois d'autres food trucks que vous pourrez découvrir, ambiance et cotillon. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez être 400. Ce soir, on limite à 200. Merci à tous d'être là. Très belle soirée et belles vacances. Et merci encore, Valentine. Merci. Merci. Merci, Marc. Merci. Merci, merci, merci. Bonjour, Amanda. Bonjour. Donc, je vais essayer de vous présenter en quelques mots, même si c'est toujours assez insultant pour les gens, puisque tout le monde vous connaît. Amanda, quand j'ai commencé à étudier sa biographie, ce qui m'a fascinée, c'est qu'il se passe rarement une année sans qu'elle fasse au moins 3 nouvelles choses. Donc, Amanda est française, mais elle a grandi en partie aux États-Unis, puis elle est revenue à Paris. J'avais pas mis les pieds aux États-Unis avant mes 18 ans, mais ah, d'accord. Même plus, je pense. Donc voilà, comme quoi on ne peut pas se fier à Internet, mais que aux livres, manifestement. Mais par contre, ce que j'ai, c'est que vous étiez l'aînée d'une fratrie composée de 8 enfants, donc elle a grandi dans une grande famille. Elle a écrit son premier roman toute jeune adolescente. Elle a fait des études en lettres modernes et tout en faisant des études, elle a créé déjà une émission de télévision. Ensuite, les choses s'enchaînent dans tous les sens, livres, pièces de théâtre, mais également livres pour enfants, comédie musicale. Vous avez même écrit 2 chansons. Il y a peu de choses que vous n'avez pas explorées. Un essai sur l'infidélité qui questionne l'amour, une biographie avec Johnny Hallyday. En tant que Belge, il y a une seule chose qui nous frappe que vous n'avez pas encore fait, c'est de la bande dessinée. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez explorer un jour peut-être? Pourquoi pas, mais en fait, je pense que j'en aurais fait si ça avait été moi qui dessinais. Je pense que c'est assez organique pour moi, ça va ensemble. Donc il faut que je me mette au dessin, voilà, mais pourquoi pas. Donc quand vous faites de la comédie musicale, vous créez les chansons aussi? Ouais. Enfin, j'ai pas composé toutes les chansons de la comédie musicale, mais je les ai écrites en tout cas, et parfois co-composées. J'en ai fait un peu plus que 2. Ah d'accord, ouais. Pardon. Non, et donc en fait ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'elle, outre tous ces prix, outre cette magnifique pièce de théâtre, Le vieux juif blonde, qui, si vous n'avez pas lu, raconte l'histoire d'une jeune fille qui se sent en même temps être jeune fille et en même temps être un vieux monsieur juif ancien déporté de l'âge de 80 ans, donc une plongée un peu schizophrénique. En plus de tout ça, vous avez reçu 2 prix non littéraires directement, la décoration de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, et en plus celui offert par Vanity Fair de l'écrivain la plus sexy du monde. Alors dites-nous de quelle distinction êtes-vous la plus fière? Évidemment, l'écrivain le plus sexy du monde. Ah mais je suis ravie. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire ce métier. Voilà, exactement. Comme quoi, on peut faire absolument tout. Les gens vous réduiront toujours en partie à votre physique. Quelle chance qu'il soit avantageux dans votre cas. Alors, parlons de votre dernier roman, Lettres d'amour sans le dire, qui raconte l'histoire d'une femme qui va se reconnecter avec elle-même, avec son corps, avec l'amour, grâce aux mains magiques et à la présence d'un masseur japonais dont au départ elle ne parle même pas la langue et qu'elle voit à peine. Et j'ai trouvé très beau d'ailleurs que dans tout le roman est constellé de mots en japonais, de mots souvent qui n'existent même pas en langue française. Par exemple, j'ai appris qu'il y a un mot pour exprimer la lumière qui se disperse au travers des feuilles. Est-ce que vous vous souvenez quel est ce mot? C'est komorebi. Komorebi, oui. J'ai trouvé ça très beau et j'aurais voulu savoir comment vous en étiez venu à
à cette passion pour le japonais? Est-ce que ça démarre d'une passion pour les sushis ou bien c'est beaucoup plus intellectuel? Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai choisi le Japon dans le livre. Moi, j'ai pas de passion, mais j'ai une attirance très forte pour la littérature japonaise. Ça a commencé comme ça. Et quand j'étais vraiment petite, je devais avoir 4 ans, mon père est allé plusieurs fois faire des conférences au Japon et il est revenu avec des gâteaux japonais qui s'appellent les Daifukumochi. Et c'est un souvenir culinaire incroyable pour moi. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une de mes madeleines de Proust, alors que j'ai aucun lien avec le Japon. Et pourtant, voilà, quand on me montre ce gâteau, c'est mon enfance qui revient. Donc c'était drôle que ça ait fait intrusion comme ça dans ma vie. Et en l'occurrence, dans le livre, j'ai choisi un japonais. Elle tombe amoureuse d'un japonais dont elle ne parle pas la langue et qui ne parle pas la sienne, parce que c'est un roman qui passe par un éveil des sens, et aussi parce que le Japon, qui est une île, a quand même gardé des différences culturelles extrêmement fortes avec notre civilisation. Elle serait tombée amoureuse d'un Belge, ils auraient eu les mêmes références, ils auraient connu les mêmes auteurs, ils auraient eu vu les mêmes films, la même façon peut-être de séduire. Et c'est vrai que cette part d'inconnu, ça a recréé une polarité homme-femme d'abord qui existe de moins en moins malheureusement, et en plus cette espèce d'émerveillement des sens qu'on a pour la première histoire d'amour où on ne sait pas à la fois pas parler la langue de l'autre, mais on ne sait pas à quoi ressemble le corps d'un homme ou le corps d'une femme. Donc ça devenait, voilà, ce mystère, je les ai enveloppés d'un mystère réciproque, et le Japon permettait ça parce que c'est une culture qu'on arrive à imaginer et qu'en même temps on connaît très peu. Et donc ça veut dire que pour vous en amour, vous êtes plus dans une croyance comme quoi les opposés s'attirent plutôt que qui se ressemblent s'assemblent? Non, parce qu'ils peuvent être très similaires, mais je pense qu'à force de gommer, c'est à la fois un roman très féministe, puisqu'on en parlera peut-être après, mais c'est un roman qui raconte la puissance des interdits et le fait que les femmes doivent s'autoriser le désir à tous les âges. Et en même temps, c'est un roman qui prône le fait que le féminisme ne doive pas mettre les hommes et les femmes, ne pas confondre les hommes et les femmes. Je pense qu'il faut garder ces différences qu'on a et ne pas les nier. Et en même temps, il faut évidemment une égalité des salaires, les mêmes droits, mais conserver le fait qu'on soit des êtres différents et complexes. Et à vouloir gommer ça, je pense que il se joue des choses trop... qui sont en train d'abîmer la société. Oui, mais tout ça est dit avec tellement de douceur et tellement de finesse qu'on n'est absolument pas dans un pamphlet. C'est simplement qu'après la lecture, on réalise et ça vous... Ah, mais je le dis pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je vous dis ce qu'il y a derrière. Non, c'est vraiment très bien fait. Mais cette histoire, c'est quand même une histoire d'amour fantasmée. Et donc, pour vous, est-ce qu'une histoire d'amour est très belle quand elle n'est pas vécue? Pas forcément. Il y a cette cristallisation amoureuse qui fait qu'une histoire d'amour non vécue garde toujours une part de magie. Mais je dirais c'est pas qu'elle n'est pas vécue, c'est qu'elle est juste avant. Et le moment juste avant d'embrasser la personne qu'on aime est toujours très fort. C'est cette magie-là, ce moment suspendu qu'elle fait durer, qui s'étire, et le fait qu'il y ait cette... pudeur et ce temps qui aussi n'existe plus aujourd'hui avec les SMS, la rapidité, les mots qui sont dits trop vite. Je pense qu'on a perdu le cœur qui bat, le temps qu'il faut pour arriver à un état amoureux qui se transforme en amour. Et ça parle de ça. Oui, ça parle d'une femme qui va se mettre à aller à la rencontre de la culture de l'autre avec... à petits pas, quoi, avec une discrétion absolue, et c'était vraiment très très beau. À la page 100, il y a la phrase que je préfère de votre roman. La force des symboles n'a de valeur que pour ceux qui ont vécu ou sont nés nostalgiques d'une vie oubliée. Est-ce que c'est une phrase de votre héroïne ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Il n'y a que des phrases de mon héroïne, mais oui. Je peux probablement en partie d'accord. Je pense que pour moi, l'amour, ce sont des actes et des symboles et des gestes plus que ce qu'on dit. Et l'amitié aussi. Je suis plus sensible aux actes qu'aux mots dans la vie. C'est ce qui me touche le plus, alors que j'écris des livres, mais
en fait, il y a dans les silences des romans autant de force que dans les mots. Et donc, pour moi, c'est important de savoir à quel endroit dire les choses et à quel endroit mettre... comment on signifie l'amour. Et évidemment, les symboles en font partie. Ouais. Et par rapport à tout ce qui s'est passé maintenant au confinement, est-ce que vous diriez que c'est plutôt quelque chose qui vous a permis de travailler plus en profondeur, ou bien vous avez trouvé ça difficile de travailler en cette période? Pour un écrivain, c'est pas très nouveau hein, d'être enfermé, travailler seul. Donc, le problème, c'est que d'habitude, on est isolé d'une ruche et que là, tout le monde a connu notre intimité. Mais j'étais plus affectée comme tout le monde par ce qui se passait. J'ai pas pu m'isoler. Il aurait fallu, je pense, un immense égoïsme pour se dire je vais pouvoir travailler. Et en fait, moi, j'ai été bien incapable de travailler en profondeur. J'ai fait des choses très, entre guillemets, légères, mais j'ai fait des choses pour les enfants, j'ai dessiné, j'ai réfléchi, mais j'étais pas capable de prendre ce temps comme un temps égoïste. Pour moi, il était un temps qui me reliait à tout le reste de l'humanité et que j'essayais de rendre utile. Je pense que c'était le plus violent, c'était aussi de dire qu'on ne peut pas aider les autres comme on fait quand on est chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, parce qu'on se sentait complètement impuissant. Pour moi, ça a été un truc où je sais que les hôpitaux ne voulaient pas qu'on aide, parce qu'ils disaient si vous voulez aider, restez chez vous enfermés. Et donc c'était très étrange de se sentir passif. Oui, une inaction qui a été difficile à vivre. Oui, parce que c'est pas une inaction choisie. Enfin, d'ailleurs, quand j'écris, c'est pas de l'inaction, et je suis en observation d'un monde qui est en vie. Là, j'étais, comme tout le monde, passive et emprisonnée. Après, je pense qu'il s'est joué des choses qui ressemblent à une sorte de gestation et à un accélérateur de temps. Et je pense que, et notamment les révoltes, les choses qui se passent aux États-Unis, mais un peu partout, sont l'expression de tout ce qui était retenu et que ce confinement a fait exploser, notamment un grand nombre d'injustices sociales. Est-ce qu'on en fera quelque chose de bien? Je ne pense pas, parce que sinon le monde ne serait pas plein de livres et que j'ai très peu foi en l'humanité, mais j'ai un vague espoir, on verra. Mais sans doute que d'un point de vue culturel, ce sera très riche. Je suis moins sûre que vous. Non, je ne pense pas que ça donne des choses formidables, parce que, en fait, pour la première fois, on rejoint nos romans de science-fiction. Ce matin, j'ai pris le train donc à la gare du Nord, et donc on porte un masque depuis le début jusqu'à la fin du train. On voit que les yeux des gens, et d'un coup, quand on regarde autour de soi, on se retrouve dans quelque chose qui était complètement impensable il y a 6 mois. On est dans un épisode de Black Mirror, et comme on a rattrapé, on a fait un saut en avant, un bond qui faut que le moindre roman de science-fiction est ringardisé. Oui. Je me dis, je suis pas sûre que ce qui arrive soit bon, parce que ou c'est une explosion pour un retour en arrière, ou on s'enfonce encore plus dans ça. Et alors non, la création, elle sera peut-être nécessaire et alarmiste dans un sens politique, mais est-ce que ce sera de la littérature et quelque chose de touchant? J'en suis pas certaine. Non, pas tout de suite. Il faudra peut-être un petit temps de réflexion. Et ça vous donne envie d'écrire là-dessus, vous qui vous êtes quand même beaucoup engagé sur plein de causes, sur les injustices sociales ou sur le racisme, sur ce qui s'est passé dernièrement? Est-ce que ça vous inspire? Vous avez envie de faire quelque chose de ça? Pas directement. Je pense d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui le font, mais moi, pas directement, parce que en fait, ça est arrivé plein de fois dans l'histoire de l'humanité que ça m'a jamais spécialement intéressée, donc là, pas plus que ça. Ce qui m'intéresse derrière, c'est, enfin peut-être, et c'est pas vraiment mon ADN en littérature, mais en tout cas intellectuellement, me poser des questions, comme je disais quand on disait qu'est-ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, de me demander plus en profondeur quand on a quelqu'un comme, je vais dire un nom où on va hurler, mais le professeur Raoult qui parle, et de se demander quelle est la part de vérité, puisqu'on ne peut pas jeter en bloc ce qu'un médecin
immense d'un coup d'éclat, mais il n'est pas devenu fou en l'espace d'un jour. Nous-mêmes, on l'a fait passer de sauveur à psychopathe. Voilà, ce qui se passe avec les Big Pharma, ce qui se passe sans que ce soit lui directement, mais en tout cas se poser les questions derrière, sans être dans la théorie du complot, mais en réfléchissant, en allant plonger, en allant regarder ce qui se passe, pourquoi, qui pourrait avoir intérêt à quoi. Je pense que c'est nécessaire, que ça vaut la peine, et j'espère qu'il y aura un travail journalistique de fond sur des sujets qui sont parfois balayés d'un revers de main. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé votre roman. Je l'ai trouvé plein de pudeur, plein de retenue, avec beaucoup de poésie et avec tellement de justesse. Merci et on montre un amour dans l'action aujourd'hui, et ici, c'est un amour dans les sentiments. Merci beaucoup, c'est gentil. Quelques questions ? Quelqu'un a désiré poser une question ? Tiens, Marc.